Yo, c'est Dio, et aujourd'hui on va parler des chapitres 982 et 983. Ces chapitres étant extrêmement transitoires et faisant avancer absolument tous les groupes de l'intrigue, il serait idiot de traiter chapitre par chapitre. Je vais donc le faire groupe par groupe, avec en premier le groupe Orochi et Kaido. Avec Black Maria, qui elle ne recherche pas Yamato, et dont la douceur tranche énormément avec la brutalité de Kaido et le vice d'Orochi. C'est aussi amusant de voir tous les subalternes avec Kaido et Orochi qui boivent tous ensemble. Malgré que l'équipage soit basé sur une pyramide de force, Kaido semble les aimer. Tout le contraire de Big Mom, où à sa tea party, seuls les invités prestigieux et ses enfants pouvaient festoyer avec elle. Et on a l'arrivée du traître, de Kanjuro, qui étoffe sa liste de perfidies entre le racisme, le vice, la trahison, qui augmente toutes les raisons de le détester avec le tabassage en règle de Monomosuke. Il est vite passé de personnage sympathique à énorme ordure. Et il annonce l'échec de son stratagème, et Fukurokuju débarque. Alors ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'à peine la nouvelle énoncée, il apparaît. Son apparition instantanée nous fait sentir que c'est vraiment le bras droit de Orochi, l'égal des calamités, et qu'il suit l'ombre de son chef. Et première grosse richesse visuelle, c'est la déformation de la réalité. On pourrait même dire une distorsion cognitive du ninja sur les supernovas. Ils sont complètement déformés à l'image de ce qu'ils sont pour lui. C'est super beau. J'aime beaucoup, on avait déjà eu ça avec Bartolomeo sur Dressrosa, et depuis le début du manga, on a grossièrement ça, sauf que là, ici, c'est extrêmement exagéré. Et sur la page, ce qui est aussi intéressant, c'est tout ce qui concerne les idées de Kinemon et leur confrontation. En haut, il y a la blague intimiste avec le lecteur sur le quiproquo de Kinemon, et juste en dessous, on a sa vraie idée qui était de couler les bateaux. Malgré lui, Kinemon est un bien bon stratège. Et on passe sur un énorme contraste ici, avec Orochi et Monomosuke. D'un côté, on a le shogun qui ne pense qu'à lui, qui est effrayé, tandis que l'Okozuki, lui, s'inquiète pour les autres. Et le pauvre Momo se fait installer sur une croix. Et ici encore, on pourrait voir une symétrie inversée entre les deux. Le petit garçon est en haut de la page, il est gravement blessé, en situation de mort, tandis que Orochi est en bas de la page et exulte de la mort du Kozuki. Son exaltation est même marquée par la langue qui sort. Oda aime beaucoup faire ça pour les animaux, notamment sur les loups, et aussi pour montrer la faim. Orochi est ici une bête dont le seul moyen d'assouvir sa faim est de tuer Monomosuke. La scène en devient presque burlesque. Et on passe maintenant au groupe de l'eau et des fours rouges. L'insouciance de Nekomamushi va peut-être devenir gravissime. Il ne connaît rien de la situation, il ne sait pas que son maître a été kidnappé, il ne connaît pas les forces en présence, et surtout, la trahison de Kanjuro. Donc attention, le félin pourrait ne pas retomber sur ses pattes. Et on a encore Onigashima, qui continue de s'étendre avec les explications de l'eau. Malgré le crâne de mort qui recouvre l'île, elle semble bien plus que vivante. Et sur le bateau du chat, on a l'ombre d'Iso, sûrement pour cacher son nouveau design post-ellipse, alors je le verrai bien, les cheveux longs comme sa sœur. Et on voit aussi le bout de papier de Marco, où on voit toute sa gentillesse, que malgré tous ses problèmes avec Weeble et tout, il voulait vraiment aider Luffy. Et on passe à mon Tobiropo préféré au niveau du design, donc dites en commentaire quel est votre Tobiropo préféré au niveau du design. Pour ma part, c'est Sasaki. Et comme il l'avait dit, il ne veut pas boire avec des sous-fifres et préfère boire seul. On voit bien toute la fierté du personnage. Et dans la scène où Denjiro lui raconte l'histoire de Wano, il y a des barres verticales. Alors, quand Oda met ces barres, c'est pour marquer la transition entre deux scènes, entre deux décors, comme on a dans ce chapitre et dans énormément de chapitres, et également pour montrer le temps qui s'écoule. Et justement ici, sur cette scène, on a le temps qui s'écoule quand Denjiro raconte l'histoire à Sasaki, et il y en a deux, comme les 2 décennies d'histoire qu'il vient de raconter. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis la chasse à Yamato a débuté, nous n'avons pas vu X-Drake, puisque évidemment, il ne le recherche pas. Son absence met encore plus en lumière son désintérêt que s'il disait ne pas le chercher comme Black Maria. Et on passe au groupe de Big Mom qui a mis une giga patate au Brachio Tank
qui passe en jambe du général Franky. Donc j'ai hâte de le voir, le général Franky, j'adore son design. Et je me demande aussi, puisqu'ici on est plus sur de l'hypothèse, hein, si Usopp ne va pas raconter un mensonge à Big Mom sur Erbaf pour lui retourner le cerveau. Un mensonge à demi-mesure, puisqu'il pourrait lui promettre d'améliorer ses liens avec les gens, et effectivement, avec ses aventures, Usopp peut se le permettre. Mais pour l'instant, Big Mom est bien effrayante, en toute puissante qu'elle est, et rajouter par cela que son visage caché ne fait qu'accentuer ça. On a une véritable chasse à la femme entre Big Mom et Nami, qui dure depuis Whole Cake. Tout ça pour récupérer Zeus, mais qui apparemment préférerait rester avec sa nouvelle maîtresse. Sanji, quant à lui, prépare certainement un nouveau coup de génie, comme lorsqu'il est seul. On peut aussi imaginer qu'il va juste préparer de la nourriture et la balancer à Big Mom pour la distraire. Toujours sur Big Mom, la voir de dos, les bras étendus sur cette case, avec ses nouvelles créations, donne une impression de grande guide et grand leader qu'on ne peut que suivre. Et puisqu'on parle de Big Mom, Pero Spero, son premier fils, arrive tout doucement sur Onigashima. C'est assez logique que ce soit le seul, puisque c'est fondamentalement le seul membre de l'équipage qui a vraiment des connexions autres que Big Mom, puisqu'il y en a avec Carotte et les Minx pour venger Pedro. Et on peut constater de sa maîtrise exceptionnelle de son fruit du démon, naviguant ainsi sur une mer déchaînée avec son pouvoir. Et avant-dernier groupe de ces 2 derniers chapitres, avec les 3 supernovas Zoro, Kid et Killer. Alors j'ai rien de spécial à dire pour Kid et Killer, si ce n'est que apparemment le reste de l'équipage, lui, continue à être infiltré. Voilà, on voit qu'ils sont un peu plus intelligents que leur capitaine. Par contre, pour Zoro, c'est plus intéressant, parce qu'on voit qu'il est submergé, hein, donc comme Luffy et comme Kid et Killer aussi, par des gifters. Et pour bien l'illustrer, le gifter du centre, avec ses cornes et ses sabres, déborde sur la case du haut. Le chasseur de pirates est si encerclé que même avoir une seule case pour lui est inconcevable. Et j'adore les designs de ses ennemis. Ça doit être des personnages presque figurants, qui n'auront pas une grosse importance. Ils ont un design extrêmement marqué, un design très riche, très détaillé. En plus d'avoir le pouvoir de la menthe religieuse, de la lucarne cerf-volant et du scarabée rhinocéros japonais, il y a plein d'autres éléments. Et encore une fois, on voit que l'équipage de Kaido se repose sur une pyramide d'espoir brisé. Mais que eux, contrairement à la rébellion, s'en contentent et s'y plaisent. Et enfin, le dernier groupe, le plus gros morceau avec Luffy, Ulti et Page One. Le duo déjà ultra sympathique des Tobiropo apparaît devant Luffy, avec Page One qui apparaît directement au pied de Luffy. Celui-ci, ayant déjà été défait par Sanji, ne peut être qu'au pied du roi. Et les deux ne seront jamais au même niveau. Page One reste en dessous de Luffy, puis quand ils sont à peu près de face en diagonale, Luffy passe en haut, et immédiatement passe en bas, pour terrasser le dinosaure. Les situations sont à l'inverse. Page One qui était en bas devient en haut, Luffy qui était en hauteur passe en bas, et on peut voir que Luffy lui regarde vers le plafond, vers le haut, comme ses objectifs, contrairement à Page One qui sont toujours vers le bas. Page One, son seul objectif, c'est de retrouver Yamato. Il est aussi un espoir brisé, un ancien capitaine, tandis que Luffy, lui, incarne l'espoir de la piraterie. Et le fait que Luffy utilise l'Elephant Gun renforce encore plus que le précédent contre le simple sbire qui renversait la nourriture. La confrontation Luffy-Ulti démarre sur un énorme coup de boule, et ce qui est surtout intéressant dans la case, c'est l'onomatopée qui, sous l'impact, vibre et en même temps est comme paralysé, tout comme les personnages. Après, on a le chant contre chant pour accentuer le duel et boum, l'explosion. Et on découvre le fruit d'Ulti, le pachycéphalosaure, et j'arrive pas du tout à le dire. Et d'ailleurs, il me semble que c'est la première fois depuis Rob Lucci qu'on voit un Zoan sous ces 3 formes différentes dans le seul et même chapitre. Et alors qu'elle a infligé un colossal coup à Luffy, Yamato arrive, utilise la même technique que son père. Alors évidemment, les 2 Tobiropo sont pas KO malgré les énormes coups qu'ils se sont pris. On les reverra vite, hein, j'imagine, déjà au futur chapitre. Et là, ce qui me fait vachement rire, c'est la façon dont Yamato prend Luffy comme un vulgaire sac à patates. Et, alors on va analyser un peu le design de Yamato. On voit qu'il a la même ceinture qu'Oden. Et justement, Oden
avait cette ceinture lors de sa confrontation contre Kaido, mais ne l'avait plus après. Et apparemment, la seule chose que Toki avait récupéré d'Oden, c'était ses sabres. Donc, la ceinture aurait éventuellement confisquée par Kaido. Donc, on peut imaginer que Yamato l'aurait récupérée à Udon ou Nigashima ou là où elle a été stockée, si c'est bien la même. Et on voit aussi des menottes. Alors que c'était un. Alors, est-ce que c'est un simple élément de design ou est-ce que Kaido l'avait vraiment enchaîné? En tout cas, ça montre bien leur relation catastrophique et le fait que Kaido enchaîne littéralement son fils et leur relation, qui est donc déjà bien problématique, risque encore plus d'exploser avec la fameuse annonce du banquet. Surtout que Yamato attendait Luffy. Mais pourquoi l'attendait-il? Là est toute la question. Voilà. Donc c'est tout pour ces 2 chapitres. J'espère que ça vous a plu. Dédicace au magnifique Kevas et au sublime Ozen, 2 abonnés qui m'ont demandé.